Bien, bonjour à toutes, à tous. Bienvenue pour ce webinaire du cabinet Syndex. Bonjour. Euh, donc, je suis Rémi Skoutelski, consultant au cabinet Syndex depuis une vingtaine d'années dans la métallurgie et dans les services. Et je suis avec Emmanuel Pallier, consultant à Syndex depuis à peu près la même période. Moi, ma spécialisation, c'est l'industrie automobile, la métallurgie et les questions environnementales dans le monde du travail. et donc nous allons commencer ce webinaire sur les prérogatives économiques, sociales et environnementales du CSE et leur rôle stratégique. Et on vous rappelle que le support ainsi que le replay de ce webinaire vous seront envoyés d'ici quelques jours. Et vous pouvez retrouver ce replay comme tous nos replays sur notre site syndex.fr. Voilà, donc on va commencer la présentation. Donc, les prérogatives économiques et sociales du CSE. On va voir finalement ensemble le... Excusez-moi, je fais dérouler. Voilà, on va voir ensemble les prérogatives économiques du CSE en les déroulant. Euh, pardon, voilà, en les déroulant, en vous rappelant d'abord que le CSE, c'est un acteur clé dans l'entreprise. Ça repose sur un article du Code du travail qui est simple, hein, c'est que le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés qui permet la prise en compte permanente de leurs intérêts. Donc, ça veut dire que vous représentez les salariés et vous le faites en permanence au sein du CSE dans des décisions qui relèvent de la gestion, l'évolution économique et financière, de l'organisation du travail, de la formation professionnelle, des techniques de production et effectivement, ce qui est nouveau depuis quelques années, au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Et donc tout ça est imbriqué. Vous êtes le représentant des salariés et en fait, vous êtes utile à l'entreprise, vous êtes un élément important qui contribue à la qualité de vie au travail et au dialogue social au sein de votre entreprise. Alors en fait, vous avez trois grandes catégories de prérogatives du CSE. Des prérogatives sociales, c'est-à-dire, et on verra, vous êtes amené à intervenir sur les conditions de travail, sur l'égalité professionnelle, la santé, la sécurité, la formation, les rémunérations. Vous avez des prérogatives économique au sens premier du terme, c'est-à-dire analyse des données financières et stratégiques de votre entreprise. Et puis, vous avez des prérogatives environnementales, là aussi, qui interviennent, Emmanuel vous en parlera, dans tout le déroulé de la vie de l'entreprise dans l'année, sur l'impact des décisions sur le développement durable et inversement. Donc, les prérogatives du CSE, pourquoi elles sont fondamentales? Parce qu'elle permet finalement de connecter ces trois éléments, hein. On vous a présenté un engrenage tout à l'heure, c'est pas par hasard. Et évidemment, par exemple, quand vous avez une entreprise en difficulté financière, se pose évidemment la question est-ce qu'il y a des départs qui sont remplacés? Comment évolue la charge de travail? Est-ce qu'il n'y a pas de surcharge de travail? Les impacts sur les conditions de travail, etc. Et donc, vous pouvez et vous devez interpeller le CSE, l'employeur, sur ce plan. Quand vous avez des négociations sur les rémunérations, par exemple, souvent l'employeur il va justifier des faibles augmentations par le manque de marge de manœuvre, et puis vous constatez que, en fait, en exerçant vos prérogatives, en ayant les informations, que les dividendes, eux, ils augmentent. Et en plus que l'entreprise, elle investit dans des activités secondaires. Mais en fait, de savoir ça, alors que la masse salariale reste stable, ça permet au CSE de négocier plus facilement. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en fait articuler les prérogatives du CSE et les informations les discussions que vous avez au sein du CSE, vous pouvez l'articuler avec les négociations que les délégués syndicaux ont tout au cours, enfin, au cours de l'année, avec la négociation sur la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
c'est son nom officiel, mais vous avez compris, il s'agit de ce que tout le monde appelle les NAO. Vous avez négociation sur l'égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail. Et comme vous voyez sur l'écran, ça intègre quand même toute une série d'éléments, articulation vie privée, vie professionnelle, le maintien de objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Vous voyez, c'est écrit, puis que je rappelle, on vous l'enverra. Et puis pour les entreprises de plus de 300 salariés, si plusieurs d'entre vous appartiennent à ces entreprises, eh ben, il y a une négociation sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. Vous voyez que c'est quand même très large comme éventail. Et avec la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une présentation des orientations à 3 ans de la formation professionnelle, des informations sur la sous-traitance et donc une projection en fait dans les 3 ans de ce que sera l'entreprise et donc d'adapter les salariés, que ce soit au niveau quantitatif et qualitatif, hein, d'adapter la force de travail de l'entreprise à ces évolutions-là. Et donc, vous voyez bien quand vous regardez tous les thèmes sur l'écran que ce sont des thèmes que vous retrouvez dans les consultations obligatoires du CSE. Et donc, vous pouvez profiter de ces consultations pour alimenter ces négociations. Par ailleurs, dans le cadre des attributions économiques, sociales et environnementales du CSE, vous avez à la fois un accès à l'information que la direction doit vous remettre spontanément. Et puis, vous avez, bon, l'information, on vous donne l'information, vous pouvez échanger, mais vous êtes également consulté, ce qui est très différent d'être uniquement euh, informé. Vous devez être informé et consulté sur les questions qui intéressent l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise, c'est-à-dire, comme vous le voyez, c'est un spectre très large et donc vous devez pouvoir vous informer, dialoguer avec la direction et si vous êtes consulté, c'est que vous êtes amené aussi à donner un avis motivé. Donc finalement, on vous a mis un petit schéma qui résume les prérogatives économiques, sociales et environnementales avec à la fois donc des informations spontanément dues au CSE après chaque élection ou trimestrielle pour les entreprises de plus de 300 salariés, et puis effectivement des consultations qui sont de 2 types, qui sont des consultations récurrentes, type orientation stratégique, politique sociale, situation économique et financière, c'est 3 grandes consultations, et puis des consultations ponctuelles sur projet. Il y a un certain nombre de projets où il devait être forcément consulter tout ce qui concerne l'évolution des conditions de travail, tout ce qui concerne l'évolution des effectifs, tout ce qui concerne des projets comme des déménagements, des projets comme l'introduction de système d'intelligence artificielle dans votre entreprise. C'est ce qu'on appelle la consultation sur nouvelles technologies. Il y a toute une série, en fait, il y a assez peu de projets dans l'entreprise. Finalement, si une direction applique strictement et scrupuleusement la loi, il y a assez peu de projets qui échappent à l'obligation de consulter le CSE. Et en fait, toutes ces consultations intègrent désormais les conséquences environnementales. C'est-à-dire, il n'y a pas une consultation sur les conséquences environnementales dans le cadre des 3 consultations récurrentes. Enfin, il n'y a pas une consultation qui serait sur les conséquences environnementales de la vie d'entreprise, mais effectivement, c'est dans chacune des consultations récurrentes que ça doit apparaître. Donc, vous l'avez, et y compris d'autres sur projet. Donc, on vous rappelle hein, les 3 consultations obligatoires qui donc intègrent désormais les conséquences environnementales. C'est celle sur les orientations stratégiques. Donc, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière de l'entreprise, de l'année précédente, y compris le budget de l'année. Et puis, vous avez une consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Alors, on vous a fait un petit focus sur le contenu de cette consultation sur la politique sociale, puisque finalement, si vous regardez le Code du travail, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de thématiques qui doivent être abordées dans le cadre de cette consultation sur la politique sociale, puisque vous avez
devait avoir des informations sur les évolutions de l'emploi. Là, on est à la fois plutôt dans le quantitatif, sur les qualifications, de quels emplois, comment évoluent les emplois au sein de l'entreprise. Vous devez avoir des informations sur la politique de formation. Vous devez avoir des informations sur les conditions de travail. Vous êtes consulté sur les conditions de travail, sur le temps de travail, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et vous avez en plus, dans le cadre de cette consultation, on doit vous présenter un bilan social annuel, hein, le fameux bilan social pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et puis, on doit vous présenter aussi, vous devez échanger aussi sur le PAPRI Pacte, qui est en fait, derrière ce sigle barbare, la déclinaison annuelle des objectifs qu'on se fixe pour l'année dans le cadre de l'application du document unique sur l'évaluation des risques professionnels. Et ben, pour parer à ces risques, il y a un programme d'action qui s'appelle le PAPRI Pacte, qui est budgété et qui est discuté au sein du CSE au moment de la consultation sur la politique sociale. Et puis, comme on vous l'a dit, il y a maintenant effectivement des prérogatives sur des questions environnementales extrêmement importantes. Et je laisse la parole à Emmanuel. Alors, avant d'enchaîner, je vais te relier quelques questions qui ont pu être posées pendant que tu D'accord? présentais. La première, c'était une question de Franck qui dit bonjour et le côté SSCT. Alors, tu viens de l'évoquer, le Papri Pacte et cette question-là. Donc, est-ce qu'on peut peut-être développer l'articulation entre le CSE et le SSCT, la commission Alors, SSCT? absolument. Il y a une articulation qui est importante. Alors déjà, bon, au sein du CSE, le CSE en tant que tel a des prérogatives SSCT, puisque vous êtes en même temps, vous êtes élu SSCT. Même s'il y a une commission SSCT, la consultation sur des projets et la dimension SSCT des projets se fait au périmètre du CSE global. Et typiquement, vous avez des consultations sur projet, notamment la consultation sur les projets importants qui ont des conséquences sur les conditions de travail et la consultation nouvelles technologies, donc qui implique l'IA. Ces deux consultations sont des consultations qui relèvent des prérogatives SSCT. Et notamment, si vous faites une expertise, que vous demandez une expertise pour le CSE, ce sont des experts habilités SSCT qui mèneront cette expertise. Et puis, de toute façon, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, quand on regarde par exemple les conditions de travail, on peut être amené à s'intéresser à l'absentéisme, à des données comme ça qui effectivement vont nourrir aussi les débats de la commission SSCT. Mais les prérogatives SSCT des anciens CHSCT sont totalement intégrées aux prérogatives du CSE, avec notamment l'obligation d'avoir au cours de l'année au moins 4 réunions du CSE qui sont consacrées à des problématiques SSCT. Non, j'avais d'autres questions plus sur un aspect juridique et comment faire appliquer la loi et notamment les obligations de l'employeur. Une question de Brigitte qui dit que faire quand l'employeur ne répond pas aux questions du CSE et ne donne pas de réponse lors des plénières et des NAO. En gros, une forme d'obstruction. Alors, Alors, je pense que je te laisse vas-y. répondre. Donc Non, vas-y. Brigitte, effectivement, un employeur, enfin le CSE et l'organisation du dialogue social au sein du CSE est conçu par le droit de manière à ce que justement les représentants du personnel obtiennent des réponses à leurs questions. Évidemment, il ne s'agit pas de réunir des gens dans une salle uniquement pour le plaisir de les réunir. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des éléments, des informations à faire remonter, vous avez des questions à adresser à votre employeur. Et donc, c'est en ce sens que le législateur a créé tout un arsenal, enfin toute une législation qui permet justement de favoriser ces discussions. Si les discussions n'a pas lieu, s'il n'y a pas de réponses qui sont apportées à vos questions alors que vous êtes censé en bénéficier, vous êtes légitime d'aller demander,
on bascule dans un registre qui est juridique. C'est-à-dire que là, il faut agir de votre côté en vous rapprochant d'un conseiller juridique, d'un avocat, pour qu'il, d'une certaine manière, contraigne l'employeur à répondre à ses obligations. Vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de l'administration du travail, la DRIT, pour justement pointer auprès de l'État le fait que l'employeur ne remplit pas son rôle dans le cadre des instances représentatives du personnel et ne répond pas aux questions auxquelles il est censé répondre. Donc, ce sont des démarches à engager si effectivement l'employeur ne joue pas le jeu, ne respecte pas la loi. Et c'est des démarches qui parfois peuvent être, alors, en général, elles contraignent l'employeur derrière, mais elles peuvent, il faut s'y attendre, hein, parfois être un peu en fonction de la résistance que va exercer votre employeur. Elles peuvent, si elles aboutissent sur une procédure juridique, prendre du temps. En général, il suffit d'engager justement ce que je viens de vous dire pour que tout de suite derrière, l'employeur qui ne va pas vouloir se risquer à aller sur une procédure juridique qu'il est sûr de perdre, pour que l'employeur assouplisse sa position et commence à répondre. J'avais une autre question de Sylvie qui était un peu dans ce même registre, enfin dans un registre juridique aussi, c'était l'avis du CSE est-il contraignant pour la direction? Hmm. Rémi? Je réponds. Non. Alors, l'avis du CSE, on est malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre opinion, on n'est pas dans la cogestion, c'est-à-dire l'avis du CSE n'est pas contraignant, c'est-à-dire en gros, pour faire court, par exemple, si vous dites que vous êtes contre un projet, dans le cadre d'un avis, eh ben, la direction peut passer outre. Donc, d'un point de vue légal, en fait, l'avis n'est pas contraignant. En revanche, dans la vie réelle, à vie LA plus loin VIE, le fait d'être consulté quand même donne des obligations à la direction. C'est-à-dire que dans le cadre d'une consultation, elle doit donner des informations. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Emmanuel quand il y a des blocages. Et la consultation, elle vous quand même permet de donner un avis motivé dans lequel vous expliquez, par exemple, c'est sur une politique sociale, vos craintes par rapport à l'emploi dans l'entreprise compte tenu des informations que vous avez. Si c'est dans le cadre d'un projet, vos remarques. Et vous avez intérêt vraiment à faire un avis motivé et la direction doit y répondre. Elle doit répondre à un avis motivé et c'est compliqué de répondre d'un revers de main par rapport à un avis. Et en plus, donc non, il n'est pas contraignant par rapport à votre question, mais c'est pas parce qu'il n'est pas contraignant qu'il n'est pas utile, parce que ça vous permet aussi de montrer que vous avez bien représenté les salariés, relayé notamment leurs inquiétudes ou leurs revendications. Et cet avis, vous pouvez aussi le concevoir entre guillemets comme un tract, c'est-à-dire qu'à la différence du PV de CSE, vous pouvez le diffuser dès le lendemain. Euh, on est tous dans des situations où des PV de CSE sortent plusieurs mois après. Et effectivement, cet avis peut être un- un moyen de communication assez puissant du CSE vis-à-vis de leurs mandants, c'est-à-dire vis-à-vis des salariés. Mais après, pour répondre clairement à votre question précisément, non, il n'est pas contraignant. Euh, Bon, je vous propose de présenter la suite. Il y a pas mal d'autres questions qui sont posées, mais certaines d'entre elles, vous le verrez, obtiendront réponse dans la suite de notre présentation. Donc, Très bien. si on n'y a pas répondu, on y reviendra et on répondra à vos questions directement. Donc, je vais vous présenter la loi climat et résilience, en tout cas la déclinaison de cette loi, qui est une loi du 22 août 2021, qui a élargi les prérogatives des CSE. C'est assez rare pour être notable, hein, le fait que les CSE soient informés, consultés et disposent de prérogatives sociales et économiques est inscrit dans le droit du travail depuis près de 40 ans maintenant, plus même que ça. Mais il a assez peu évolué, ces prérogatives ont assez peu évolué, elles se sont étendues progressivement, mais c'est pas quelque chose qui arrive tous les ans ni lors de toutes les législations, de tous les mandats, quoi. Et donc le 22 août 2021, une loi a été promulguée qui s'appelle Loi Climat et Résilience, qui faisait suite en fait à une petite histoire rapide, le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré sur la base d'une augmentation des tarifs du carburant, hein, et puis qui s'est étendu à d'autres questions par la suite, a conduit le gouvernement à l'époque à engager une consultation citoyenne
C'est la fameuse consultation citoyenne pour le climat qui visait pour trouver des réponses à la crise, enfin en tout cas des réponses politiques aux besoins de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réunir tout un panel de citoyens qui étaient chargés de trouver, enfin de faire des propositions d'évolution de la loi afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. Et cette loi, donc cette convention citoyenne, elle a abouti à ce que le législateur se saisisse d'un certain nombre des propositions pour qu'il a rassemblées dans une loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui reprend quelques-unes des propositions, pas toutes. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens qui étaient impliqués dans cette convention citoyenne pour le climat avaient plutôt été déçus de la reprise par le gouvernement de quelques mesures et de pas toutes les mesures. Bon, tout ça pour vous dire que cette loi, elle vient derrière modifier les prérogatives des représentants du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient modifier, en compléter, en fait, élargir la mission du CSE. On vient aussi élargir les informations contenues dans la BDESE. On reviendra sur la BDESE tout à l'heure. Excuse-moi, ça a bougé. Et Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur le slide d'avant? Ok. celui-là? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et elle vient, donc je disais, étendre la mission générale du CSE en intégrant dans le Code du travail la question environnementale comme étant l'une des questions auxquelles doit se répondre l'employeur vis-à-vis de ces instances et notamment dans le cadre des informations consultations du CSE. Donc, qu'est-ce qui vient changer ici? De quelle manière l'environnement est intégré désormais dans les prérogatives du CSE? D'abord, dans toutes les consultations récurrentes, les trois consultations récurrentes qui doivent être réalisées chaque année dans une entreprise, à savoir la consultation sur les orientations stratégiques, la consultation sur la situation économique financière et la consultation sur la politique sociale. Lors de ces trois informations de consultation, l'entreprise doit vous présenter les conséquences environnementales, s'il y en a, hein, ou à défaut de dire qu'il n'y en a pas, de son orientation stratégique, de ses choix aussi économiques et financiers, mais également dans le cadre de sa politique sociale, des sujets sociaux qui sont traités à cette occasion. Les conséquences, mais aussi, puisque la loi climat et résilience le prévoit, aussi de quelle façon les questions environnementales viennent modifier ou percuter ces éléments-là, les orientations stratégiques, la situation économique financière, la politique sociale. Dans le cadre des orientations stratégiques, par exemple, on peut imaginer, on peut prendre un exemple très concret que je maîtrise bien, c'est l'industrie automobile qui a engagé une électrification de son produit, la voiture, qui a des conséquences importantes dans la chaîne de valeur. On modifie complètement le produit, on modifie les ressources, l'approvisionnement, on va aller chercher des nouveaux fournisseurs quand on est un constructeur, on va aller chercher de nouvelles compétences. Et donc derrière, on a là aussi des conséquences sur l'emploi, sur les compétences mobilisables. On va avoir possiblement aussi besoin de moins de personnes dans certains secteurs et plus dans d'autres. Donc c'est loin d'être anodin. Et là, on est directement sur une conséquence d'une transition dite écologique ou environnementale sur un modèle économique. La situation économique financière, vous avez des sujets environnementaux dans la situation économique financière. Quand l'entreprise fait le choix d'investir dans des systèmes qui permettent de réduire la consommation énergétique pour réduire son empreinte carbone ou réduire sa facture également, hein, derrière, c'est des investissements, c'est de nouveaux investissements. Donc ça veut dire, ça a un coût pour l'entreprise, avec potentiellement à l'issue de ces investissements des gains aussi. Donc tout ça, il faut arriver à l'évaluer, à le connaître, et ça veut dire que l'entreprise doit vous le présenter. L'employeur a également l'obligation de vous le présenter dans le cadre des consultations ponctuelles. Et les consultations ponctuelles du CSE, ce sont toutes les consultations qui n'ont pas nécessairement besoin de se tenir tous les ans, mais qui sont conduites quand l'actualité de l'entreprise l'exige. Ça peut être, par exemple, un grand projet. On va décider de déménager. On va déménager un site, on va réunir deux sites sur un même endroit. Donc voilà, ça c'est une consultation ponctuelle. Le CSE doit être consulté dans le cadre d'un grand projet comme celui-là. Et dans le document qui vous est présenté lors de la phase d'information-consultation, vous devez avoir l'impact environnemental de cette décision, de ce projet. Ça va être le cas également dans le cadre d'une restructuration, qui est une consultation ponctuelle également, un PSE par exemple, ou voilà. Enfin, le troisième volet sur lequel le législateur a modifié le Code du travail pour pouvoir intégrer les questions environnementales, ce sont les négociations. Les négociations, mais à deux niveaux. D'abord la GPEC, donc dans la branche. On sort de l'entreprise, là, sur ce volet-là, qui sont des négociations qui doivent avoir lieu tous les 5 ans et qui doivent désormais
éclairer les problématiques d'emploi et compétences à 5 ans au regard aussi des besoins liés à la transition ou la transformation environnementale. De la même manière, on a cette même logique dans la GEPP, c'est-à-dire la gestion des emplois à 3 ans dans l'entreprise, c'est-à-dire que dans toutes les négociations qui s'engagent dans votre entreprise pour prévoir l'évolution de l'emploi et des compétences nécessaires au sein de l'entreprise, on va également avoir à éclairer cette information, enfin cette négociation au regard des besoins ou des contraintes environnementales. Euh, bon, alors, vous aurez le document, donc ça vous permet de vous appuyer, mais je ne vais pas vous lire ce que vous avez sous les yeux. Il s'agit ici de vous montrer de quelle manière le Code du travail a été modifié. Vous le voyez, les différents articles qui balayent les prérogatives des IRP, des CSE, ce sont ces articles-là auxquels a été rajouté ce qui est surligné ici en rose, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Donc, c'est quelque chose qui a assez peu évolué ces dernières années et qui a évolué ici avec la loi climat. Alors, quand on dit conséquences environnementales, de quoi parle-t-on? On pense tous aux questions de climat, qui sont les prégnantes l'actualité, dans l'information. Les questions environnementales, en fait, sont bien plus vastes. Et c'est-à-dire que on va toucher ici à différentes notions. Le climat, bien sûr, comme on vient de le dire, mais ça va être aussi la question des pollutions durables, c'est-à-dire pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols. Quand on est dans une activité, on a des activités industrielles notamment qui sont fortement exposées à ce type de risque, qui sont susceptibles d'avoir, voilà, d'entraîner des pollutions durables. La résilience du vivant, c'est-à-dire que l'exercice de mon activité, est-ce que derrière il a un impact sur la biodiversité et sur les écosystèmes? Ça, c'est quelque chose c'est un sujet qui est souvent très important dans le secteur de l'agroalimentaire, par exemple. Les entreprises agroalimentaires sont très concernés par ces problématiques de préservation du vivant et notamment de la perturbation des écosystèmes. Les ressources épuisables, mon entreprise, elle utilise certaines ressources. Est-ce que ces ressources sont disponibles en abondance ou alors au contraire, on est sur quelque chose qui est qui est des minerais par exemple ou des bois qui sont plus rares. Et puis, bon, plus rarement, hein, ça nous est jamais arrivé jusque maintenant de rencontrer cette question, mais la question du bien-être animal, alors, c'est une question qui peut là aussi se poser dans l'agroalimentaire, notamment dans les abattoirs, peut-être, dans les élevages. La question du bien-être animal est une question environnementale qui peut être traitée dans votre CSE à l'occasion des informations consultations, si ça a du sens, bien entendu. Ce que je suis en train de dire, c'est que le sujet environnemental est très large, il ne se limite pas au sujet climatique, même si la loi est connue comme étant loi climat et résilience, qui a potentiellement plein d'autres sujets, mais ça ne veut pas dire que tous ces sujets doivent nécessairement être traités dans votre entreprise, parce qu'ils n'ont peut-être pas de raison d'être traités dans votre entreprise, hein. Dans un cabinet, dans un cabinet d'analyse, enfin, de prestations informatiques, la question du bien-être animal se posera jamais, a priori. Peut-être dans un labo qui fait du testing sur des produits. Bon. Slide suivante, s'il te plaît, Rémi. Alors, bon, bah, ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, donc je vais pas revenir dessus. C'est les dispositions qui reviennent, les modifications du Code du travail. Alors, vous avez de nouvelles prérogatives sur les questions environnementales, mais est-ce que, en tant que représentant des salariés, vous avez de nouveaux moyens pour les traiter? La réponse est non. On n'a pas de nouveaux moyens. On a adapté les moyens existants. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Ça veut dire que la BDES, la base de données économique et sociale qui a été créée, qui est maintenant présente normalement dans toutes les entreprises, et je m'attends à ce que certains d'entre vous disent, il y en a toujours pas chez nous, on le sait, ça arrive encore. La BDES devient la BDESE. Elle est devenue la BDESE, c'est-à-dire que les données environnementales doivent figurer dans la BDESE. Le contenu de la BDESE, s'il n'a pas été négocié, il est déterminé par la loi, hein. Il faut le savoir. C'est-à-dire que vous avez une obligation dans l'employeur de mettre à disposition des représentants des salariés une BDESE dans laquelle figurent des informations qui sont déterminées par la loi. C'est valable On verra aussi tout sur à les l'heure questions. un peu plus tard. On verra après, voilà, c'est ça. C'est Mm. valable aussi sur les questions environnementales avec certains indicateurs. La formation, vous, en tant que représentant, en tant qu'IRP, en tant que j'entends, il y a quelqu'un qui parle? Non, pardon. La formation a été adaptée aussi, c'est-à-dire que vous avez au début à l'occasion de chacun de vos mandats la possibilité de vous former pendant 5 jours. Vous avez 5 jours de formation possible.
par mandat. Dans ces 5 jours, désormais, donc on avait, c'était ce qu'on appelait des stages économiques dans lesquels vous pouviez être formé aux questions économiques, aux questions sociales, hein. On en fait tous les ans pour les représentants, pour des élus qui viennent d'arriver dans leur mandat. Vous avez aussi la possibilité de vous former aux questions environnementales. Vous n'allez pas devenir du jour au lendemain un expert environnemental, mais ça vous permet, dans l'exercice de votre mandat, de comprendre où se situent les enjeux environnementaux et donc comment les adresser, comment interroger votre direction sur ces sujets-là. Et enfin, l'expertise, qui est le volet qui nous concerne nous aussi en tant que cabinet d'experts, Syndex, c'est que les prérogatives de l'expert, qui sont assez larges, comme vous le savez certainement, elles étaient jusqu'à maintenant d'ordre économique, financier et social, mais également désormais environnemental. Nous avons, nous, ces dernières années, enfin depuis plusieurs années, même avant cette loi, nous avons structuré à notre sein justement des compétences pour pouvoir analyser les sujets environnementaux dans l'entreprise, que ce soit les bilans et gaz à effet de serre, les questions d'eau, les questions d'émissions de polluants, parce que c'est désormais une prérogative du CSE et également désormais une prérogative de l'expert du CSE. Aussi, n'hésitez pas à demander à votre expert dans votre entreprise d'aller investiguer ces questions-là. Et enfin, je crois, Rémi, je ne sais plus si... Voilà. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Alors, juste pour finir, la question environnementale, c'est un sujet qui, en général, qu'on ne sait en général pas par quel bout le prendre, à moins d'être vraiment dans une entreprise très concernée par des problématiques de pollution, par exemple, parce que ça concerne, ça peut toucher à énormément de choses différentes. En amont de l'entreprise, dans les achats, dans les matières premières, on l'a dit, dans l'achat de services de votre entreprise, tous les choix, toutes les décisions, tous les processus de l'entreprise ont des conséquences environnementales. L'enjeu, c'est d'arriver à comprendre lesquels sont réellement importants en fait pour l'entreprise. Une entreprise, je le disais tout à l'heure, une entreprise de service qui fait de la prestation informatique, par exemple à distance, elle va être assez peu concernée par l'approvisionnement en matières premières ou la consommation d'énergie ou la production de chaleur, l'usage de fours, de gaz, de choses comme ça, comme on peut le retrouver dans des usines. Donc, c'est pas forcément vers ça que vous allez aller. En revanche, elle va être plutôt directement concernée par l'usage de data, par la consommation électrique pour le coup de son système informatique, par les évolutions aussi du marché hein, en aval. Vos marchés vont évoluer en fonction de besoins de clients qui ont besoin d'adapter leur production ou leur système de production en raison de contraintes environnementales. Donc tout ça, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez être amené à interroger votre direction. Et le premier d'entre eux étant peut-être de comprendre où se situent les enjeux pour votre entreprise parmi toutes ces possibilités-là. Euh, Parce qu'on est là sur effectivement un sujet qui est assez vaste et plutôt complexe quand on s'y est jamais vraiment penché. Au passage, d'ailleurs, on est souvent en face de nous à affaire à des directions qui sont en limite de compétences sur le sujet, hein, parce que souvent dans les CSE, ça va être le directeur des ressources humaines qui intervient et qui est compétent dans ces sujets qu'il maîtrise depuis plusieurs années, mais dès qu'il s'agit d'interroger sur les conséquences environnementales, il est évidemment pas forcément formé, et ce qui est normal, c'était pas ce qu'on lui demandait jusque-là. Enfin, dernière slide, si tu veux bien, Rémi, c'était qu'est-ce qu'on peut faire du coup à ce stade, enfin dans notre CSE quand on est sur les questions environnementales. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. D'abord, c'est commencer par s'informer et se former, c'est-à-dire s'informer sur la situation environnementale de mon entreprise, me former en tant qu'élu, voire former le CSE, demander à ce que le CSE puisse se former à ces questions-là. Euh, Peut-être commencer par organiser des réunions au sein du CSE thématiques sur ce sujet-là, voir si le sujet prend et nécessite un peu plus d'investissement, d'organiser la mise en place d'une commission environnementale, de la même manière qu'on a des commissions économiques. On peut imaginer avoir une structure ad hoc au sein du CSE qui traite de ce sujet-là. Demander, s'assurer aussi que lors de la prochaine information consultation, on aura bien le volet environnemental qui sera traité par l'entreprise. Si elle ne le fait pas, elle est en faute, hein, elle est en tort, elle ne répond pas à son obligation. Euh, Demander une présentation des conséquences environnementales, c'est-à-dire en gros rappeler à la direction qu'elle a cette obligation et qu'elle doit s'y plier, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable d'avoir un dire sur les conséquences environnementales de l'activité. Vous pouvez demander à votre expert, c'est ce que je disais tout à l'heure, de réaliser un état des lieux des conséquences environnementales, s'assurer que les enjeux environnementaux sont bien abordés dans vos négociations de GEPP, par exemple,
Et puis après, ce qui est plus à votre main, qui est faire évoluer potentiellement l'offre sociale, les œuvres sociales, que vous faites à vos collègues salariés en tant que CSE, dans les propositions que vous faites, voir s'il n'y a pas moyen de réduire potentiellement l'impact environnemental de ce que vous proposez. C'est un sujet qui, généralement, est plutôt délicat d'ailleurs à aborder au sein d'un CSE. Voilà, et on peut également proposer des actions de sensibilisation des salariés. On a beaucoup d'exemples qui existent en la matière, mais que je ne vais pas développer ici. Je te redonne la parole. Alors, À moins qu'il y ait des on va questions. voir. Oui, oui. Alors, on n'a pas de questions directement sur l'environnement pour l'instant. Tu es d'accord, hein, c'est pas apparu. Alors, il y avait des questions, alors, je ne sais pas à quel moment elles sont apparues. Euh, il y en a à quelles on va effectivement, comme disait Manu, on va répondre, enfin, vous aurez les réponses dans les prochaines présentations. Il y a une question qui était sinon, l'employeur doit-il nous consulter systématiquement pour toute création de poste et transformation de poste, ou peut-il se contenter d'une consultation annuelle sur ces points? Tu veux répondre, Manu, ou tu me laisses un... Vas-y, Bah, j'y en ai fait, réfléchi. il y a il y a une question un peu quantitative pour une création de poste ou un changement de poste. Honnêtement, alors ça dépend de la taille de votre entreprise, mais enfin, l'usage est quand même d'en parler dans les CSE, dans le cadre d'une information et pas d'une consultation. En revanche, si c'est une fonction, c'est-à-dire tous les gens qui exercent cette fonction voient évoluer leur fiche de poste collectivement, oui, là, ça va avoir des impacts sur les conditions de travail. Donc, vous devez être consulté. Donc, pas pour un poste, mais quand il y en a plusieurs, et puis surtout quand c'est toute une catégorie qui doit évoluer. Et puis, il y avait une autre question, la BDSE, on va y revenir. Et une autre question alors, malheureusement, bon, sur les prérogatives des entreprises de moins de 50 salariés. De fait, effectivement, maintenant, il y a des CSE pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais leurs prérogatives, pour ceux qui ont connu cette période, c'est strictement qui était celle des délégués du personnel, et encore avec un petit peu de moins, c'est-à-dire effectivement prendre la défense des salariés, vérifier, euh, créer une jurisprudence de l'entreprise. En posant des questions sur des situations qui ne sont pas prévues dans le règlement ou intérieur ou dans le code du travail. Et il n'y a pas de prérogative de consultation dans les CSE de moins de 50 salariés. Et puis, il y a une question, alors je ne sais pas si c'est une question sur l'environnement, qui est, y a-t-il des indicateurs obligatoires lors des consultations et notamment le bilan social ou doivent-ils être négociés? Alors, est-ce qu'il y a des indicateurs environnementaux dans le bilan social? Non, parce que le bilan social ne porte pas là-dessus. Des indicateurs dans les consultations, ben oui, ça on va y venir hein, sur la BDSE et les indicateurs qu'il doit y avoir dedans. Dans le bilan social, c'est assez normé. Vous pouvez toujours négocier. Moi, je vais vous donner. Donc, la négociation peut se faire sur la BDSE en elle-même, mais sur le bilan social, non. Donc, une BDSE peut être négociée, pas le bilan social en tant que tel. En revanche, vous pouvez faire des suggestions. Moi, je me suis trouvé très récemment dans une situation où les indicateurs de l'absentéisme dans le bilan social étaient absolument inopérants, voire même avec des éléments contradictoires. Et on a vu ça dans le cadre d'une consultation sur la politique sociale, et la direction a reconnu qu'effectivement, elle devait un peu s'emparer du sujet et donner des bons indicateurs. Elle n'en avait pas besoin parce qu'elle suivait au jour le jour l'absentéisme. Donc effectivement, elle s'était pas vraiment posé la question des indicateurs. Et en fait, la consultation a permis de poser la question. Sur l'importance du PV, je te la laisse, Manu. Une Oui, question ben, qui est en fait, ça précisément rejoint sur la l'importance du question. PV. Oui, c'est une question. Donc, quelqu'un soulève le point de préciser l'importance du PV. Bah, toute réunion de CSE fait l'objet d'un PV, d'un procès verbal, vous le savez. Et si c'est pas le cas, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que
C'est dans ce procès-verbal que l'on est capable de jauger, de juger des éléments qui peuvent faire défaut justement et qu'on peut prouver qu'on a une entreprise qui ne joue pas le jeu, qui ne joue pas le jeu de ses obligations. Je relis ça à la question qui avait été posée plus tôt, à savoir si mon entreprise elle répond pas à mes questions, s'il se passe rien, etc. Le PV va être une pièce centrale de votre argumentation, notamment vis-à-vis de la DRIT, c'est notamment dans le cadre de toute procédure juridique qui pourrait découler de ce constat. Donc, le PV est un élément incontournable de la réunion du CSE. Le PV, je le rappelle, donc c'est une prise de notes qui peut prendre différentes formes, hein. Soit c'est un résumé de ce qui s'est dit, soit dans les cas les plus complets, on peut avoir des minutes des prises de parole, ce qui produit derrière un document énorme, donc qui est généralement assez peu. C'est peu ce qu'on voit, mais on le voit. Et le PV doit être validé il doit être validé par vous en tant que représentant des salariés. Donc, vous avez votre mot à dire sur la correction du contenu du PV si c'est pas vous qui l'avez rédigé. Des CSE dans lesquels ce sont le secrétaire ou les représentants des salariés qui rédigent le PV. Il y a des CSE dans lesquels on a une prise de notes et un PV qui est rédigé par un prestataire extérieur, ça, vous connaissez peut-être. Mais le travail de ce prestataire extérieur ensuite doit vous être soumis ainsi qu'à la direction et on ne valide un PV en CSE, on ne vote un PV qu'à partir du moment où on est d'accord avec son contenu. Donc c'est un document très important de toute la relation entre vous et votre entreprise. Ça vient montrer, ça vient illustrer les éventuelles carences que vous constateriez. Et Euh, juste, oui. juste pour compléter un point, donc le seul responsable du PV, c'est le ou la secrétaire du CSE, la direction n'a pas le droit de le faire modifier. S'il y a des désaccords, bah, de la direction, ils sont enregistrés dans le PV de la réunion d'après. Et juste pour un point par rapport aux éléments qui sont présentés comme confidentiels au cours de la réunion, la direction n'a pas, il n'y a pas de off dans une réunion de CSE. C'est-à-dire si la direction dit quelque chose qu'elle souhaite que ce soit pas dans le PV et qu'il est légitime que ce soit pas dans le PV, vous faites deux PV. Il y a le PV dont vient de vous parler Emmanuel, qui est le PV officiel, quitte à avoir un PV expurgé parce qu'il y a des noms qui apparaissent de personnes ou autres, ou des informations, des secrets, enfin qui peuvent être par rapport à la concurrence compromettantes pour si c'est diffusé. Mais voilà, il y a un PV officiel et un PV diffusable. Mais il n'y a pas de PV officiel expurgé. Ça n'existe pas. Et pour terminer sur ce point, et puis il va falloir avancer parce qu'il est déjà 43, est-ce qu'il doit être transmis au conseil d'administration? Le PV, non. L'avis sur les orientations stratégiques, oui. Et théoriquement, le conseil d'administration est censé répondre à l'avis du CSE sur les orientations stratégiques. Alors, on va voir maintenant comment se déroule une consultation. Donc, information et consultation du CSE. Le CSE s'appuie donc sur des informations transmises. La loi, elle fixe le socle minimum d'informations qui sont à remettre au CSE. Et comme je vous l'ai dit, c'est dans le cadre de la BDESE et ce cadre peut être négocié. Vous pouvez négocier, il y a un socle minimum qui est prévu par la loi, mais après, rien n'empêche d'en faire plus. Donc, dans les sources d'informations accessibles au CSE, vous avez cette BDESE, la comptabilité sociale, qui en plus doit être déclarée, les informations sur la comptabilité et de gestion de l'entreprise, et puis une série de rapports obligatoires, le rapport de gestion des commissaires aux comptes, le DUERP, l'intro nous en a parlé, le PAPREPAC, le rapport sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Tous ces éléments sont des sources d'informations accessibles au CSE. Et puis, évidemment, vous avez chaque mois ou chaque trimestre des indicateurs qui sont présentés au CSE et évidemment les accords d'entreprise. Et puis, vous avez accès aux informations externes. Alors, si on prend la BDSE ou la BDESE, il faut arriver à le prononcer, donc, vous avez des indicateurs, on ne peut pas vous les préciser là, c'est précisé dans la loi parce que ça peut être très très long, hein, il peut y en avoir des plusieurs dizaines, mais il varie selon l'effectif, il y a plus ou moins 300 salariés, mais en fait, s'il n'y a pas un accord qui fixe ces indicateurs,
quel que soit l'effectif, vous avez, alors ce qu'on indique investissements sociaux, c'est en réalité toutes les informations qui sont liées à la politique sociale de l'entreprise, les emplois, les effectifs, les qualifications, etc., les investissements économiques, une série de données très précises sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la sous-traitance, la rémunération des financeurs. Euh, donc, vous avez vraiment ces informations qui sont importantes, et puis des informations économiques sur les fonds propres, la rémunération des salariés, les ASC. Et je te laisse le point sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, Manu. Oui, bah non, bah on va pas le développer plus que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est D'accord. préciser que sur tous ces points-là, c'est pour ça qu'il est transversal en bas, c'est qu'en fait, tous ces points que vient d'évoquer Rémi peuvent avoir derrière aussi des conséquences environnementales potentiellement, puis c'est des décisions qui sont prises par l'entreprise d'affecter des fonds, des flux, des rémunérations, voilà. Donc tout ça se regarde aussi à l'aune des conséquences environnementales qui vont même au-delà de ces sujets-là. Voilà. Donc, les avis motivés, du point de vue de la direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, la consultation est préalable à la mise en œuvre d'un projet, par exemple. Et typiquement, il y a des projets qui ont été bloqués par le juge parce que le CSE, parce qu'ils avaient commencé à être mis en application, alors que la consultation du CSE n'avait pas été aboutie. Ça a été le cas notamment pour des implémentations d'intelligence artificielle dans les entreprises. Le CSE doit avoir un délai d'examen suffisant, des informations suffisantes. Il émet des vœux, la direction, ou des opinions. La direction doit y répondre, notamment dans les échanges. Et puis l'avis du CSE en résulte. Un avis, nous, ce qu'on vous conseille, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de communication et donc, et vis-à-vis des salariés. Et donc, un avis bien construit rappelle les faits. Il met en évidence les conséquences du projet que vous avez soulevé, les propositions que vous faites, vous concluez l'avis et c'est ce texte que vous votez. Il n'est même pas du tout obligatoire de dire que vous êtes pour et contre ou contre. Il suffit de soulever vos inquiétudes ou de mettre vos propositions. Les délais pour remettre un avis, les délais de consultation commencent à partir du moment où vous êtes avisé que les documents nécessaires à la consultation sont dans la BDESE. S'il n'y a pas d'expertise, le délai pour remettre un avis, c'est 1 mois. 2 mois s'il y a un expert et 3 mois s'il y en a qui sont concernés. S'il y a double consultation, CSE central, CSE d'établissement, plus une ou plusieurs expertises. Mais attention, le démarrage, c'est vraiment à la remise de l'information. C'est-à-dire, si on remet de l'information dans votre BDSE, vous êtes avisé, parce que vous devez être avisé, c'est ça le démarrage, mais que la prochaine réunion de CSE a lieu 15 jours auparavant, ben, je dirais, et qui décide de faire un CSE extra pour 15 jours après la première pour faire recueillir l'avis, vous avez perdu 15 jours. Donc, vous pouvez très bien mettre dans les accords de fonctionnement du CSE ou dans le règlement intérieur que la consultation démarre à partir du moment où l'information vous est présentée en CSE après qu'elle ait été mise en place dans la BDES. Parce que sinon, vous pouvez être, par exemple, si vous souhaitez nommer un expert, si l'information est remise 15 jours avant la date régulière du CSE, bah, la durée d'expertise sera réduite de 15 jours et son efficacité aussi. Vous avez également un droit d'alerte si vous avez des économiques qui est prévu. Si vous avez connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Honnêtement, si vous voulez déclencher un droit d'alerte, discutez-en avec votre expert ou avec votre avocat, parce que c'est une procédure où il y a des étapes très précises que si on ne respecte pas, du coup, peut amener la direction à contester avec droit ce droit d'alerte économique. Comme on vous l'a dit, le CSE a le droit d'être accompagné par des experts. Alors, vous avez deux types d'expertise. Vous avez les expertises
récurrentes en vue de donc les trois, je reviens pas sur les trois expertises dont on a parlé. En fait, il y en a deux, hein. Il y en a consultation sur la situation économique et financière et la politique sociale, pour lequel il y a une expertise qui est prise en charge à 100% par l'employeur. Si vous avez un comité de groupe, les expertises des comités de groupe sont aussi prises en charge à 100% par les employeurs. Ça n'a pas été modifié par les dernières lois qu'il y a eu sur les prérogatives du CSE. Et puis, vous avez un certain nombre d'expertises ponctuelles sur risque grave, qui sont des expertises SSCT, sur le plan quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, ou quand il s'agit de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Dans ces trois cas-là, on a affaire d'expertise prise en charge à 100% par l'employeur. Et vous avez un cofinancement 80% direction, 20% CSE, quand vous avez des consultations sur l'orientation stratégique et que vous voulez faire accompagner d'un expert, droit d'alerte, opération de concentration, OPA, OPE, expertise sur projet, nouvelles technologies, et donc à partir de 300 salariés, la négociation sur l'égalité professionnelle. Vous avez également le droit à être formé, euh, alors effectivement, les ordonnances ont restreint un peu ces prérogatives-là. Vous avez le droit d'être formé avec une publication de champ d'analyse dans une seule instance, hein, puisque vous avez l'économique, le social, l'environnemental et le SSCT, avec pas forcément les moyens nécessaires, même si vous pouvez avoir pu les améliorer par l'accord de fonctionnement du CSE. Et vous avez droit à une formation économique, sociale et environnementale à chaque fois qu'il y a mise en place d'un nouveau CSE. Par contre, c'est pris en charge, sauf accord, c'est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. En revanche, vous avez une formation qui est prise en charge par la direction, qu'elle ne peut pas refuser, enfin, qu'elle peut pas refuser, qu'elle doit financer, qui concerne aussi bien les suppléants que les titulaires. Et quand il y a une commission SSCT, l'ensemble des élus du SSCT, c'est donc la formation sur la sécurité, la santé et les conditions de travail. Donc tout ça se fait dans le cadre d'un calendrier social que vous avez intérêt à planifier et peut-être à discuter avec la direction. Ça peut être bien quand même qu'en novembre, décembre, vous ayez une vision du calendrier social, que ce soit CSE ou négociation syndicale sur l'année, pour que vous ayez le temps euh, d'organiser ça de façon la plus opérationnelle. Donc, on vous a dit, il y a 4 réunions ordinaires qui doivent parler du SSCT. À quel moment? Quel calendrier pour les 3 informations, consultations récurrentes? Vous réfléchir pour quelle consultation vous avez besoin des experts. Et puis, évidemment, les temps de réunion pour vous, pour préparer les réunions. Et puis, vous avez aussi les inspections trimestrielles, prérogatives SSCT que vous devez faire, et puis essayer d'articuler tout ça, on l'a vu tout à l'heure, avec les négociations obligatoires, et vous répartir les tâches pour impliquer l'ensemble des élus. Voilà, mais écoutez, on a fini cette présentation, mais il nous reste des questions. Euh, Oui, tu veux que alors, j'en lise quelques-unes? Alors, j'ai répondu vas-y, à commence certaines par... d'entre ouais, elles. vas-y. J'ai répondu à l'écrit à certaines d'entre elles, donc je vous invite à regarder dans le module de questions-réponses. Vous avez un certain nombre de questions auxquelles on répond à l'écrit, en vous renvoyant vers des liens, notamment si nécessaire, parce qu'il y a des questions qui, par exemple, quelles sont les informations environnementales qui doivent figurer dans un BDS. Je vous ai renvoyé vers un article qui est publié sur notre site qui détaille ça exactement. Il y avait d'autres questions. La consultation, on va revenir dessus, le redire, c'est une réponse rapide. Et est-elle obligatoire pour les entreprises de moins de 300 salariés? La consultation. Ah oui, ben, tout à fait, hein. Le seuil, c'est 50, c'est pas 300, hein. Et donc, les règles sont les 3 consultations, il n'y en a pas qu'une seule, hein. Orientation stratégique, politique sociale, situation économique et financière. Oui, elles sont obligatoires, elles doivent s'étaler sur l'année. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, et même de droit, si à partir de septembre-octobre, par exemple, elles n'ont pas été mises à l'ordre du jour par le président du CSE, le secrétaire, peut le mettre de droit à l'ordre du jour
de dire, voilà, on fait un point là-dessus et obliger la direction à répondre. Au cours à la fin de l'année, elle n'a pas lancé d'information consultation, de fait, pour employer un terme juridique on n'emploie pas toujours fréquemment, nous, en tant qu'experts, en fait, entraver le fonctionnement du CSE. Et de droit, vous pouvez mettre à chaque réunion de CSE ce point. Et déjà, vous pouvez commencer de toute façon, faire un point, je dirais, à début mars, avril, point d'information, le mettre systématiquement à l'ordre du jour. C'est un point d'info, hein, c'est pas le lancement de la consultation, mais pour dire à la direction, point d'information, quand est-ce que vous lancez les informations consultation obligatoires? Il y a aussi plusieurs questions concernant l'accès, la mise à jour, le contenu obligatoire de la BDESE, et notamment, est-ce qu'il y a des modalités d'accès? Est-ce que la loi prévoit des modalités d'accès ou de mise en forme de la BDESE? Il y a plusieurs questions qui ont été posées autour de ce sujet-là. Vas-y, je te laisse répondre, hein, parce que j'étais sur une D'accord. autre. Euh, la BDESE, donc, elle doit être nécessairement mise à jour. Je vois à l'occasion des questions qui sont posées là, certains d'entre vous disent ma BDESE n'est pas mise à jour. N'est pas mise à jour. Et donc, comment je peux faire? Donc là, il y a plusieurs choses. On revient vers l'application de la loi, faire respecter le droit dans l'entreprise, qui consiste à aller alerter les autorités compétentes de manquements en fait de l'entreprise à ses obligations légales, qui sont celles qui consistent à alimenter au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais chaque année régulièrement la BDESE des informations obligatoires qu'elle doit y faire figurer. Sachant que les informations qui figurent dans la BDSE, ce qui a été dit, sont précisées par décret, par la loi, et donc il y a un certain nombre d'obligations. On peut aller au-delà, hein, l'entreprise peut en présenter plus que ce que oblige la loi, et on peut même aller au-delà à travers un accord qui aurait été passé entre vous et l'entreprise sur le contenu de la BDSE. On peut en présenter des indicateurs en moins aussi si on juge qu'ils sont pas pertinents, mais ça sous-entend un accord là aussi. La forme que peut prendre cette B2SE n'est pas fixée, c'est-à-dire qu'elle doit être accessible à tous les représentants du personnel, mais elle peut prendre différentes formes. Dans certains cas, ça va être un simple fichier Excel, ce qui est assez peu pratique, hein, et ça limite beaucoup l'accès à l'information. Dans d'autres cas, ça va être sur un intranet, toute une nomenclature de dossiers. Parfois, on a des entreprises qui présentent des bases de données très classiques donc dans lesquels on va retrouver l'ensemble des données de l'entreprise. Ce qu'on voit le plus souvent, nous, ce sont enfin, fréquemment en tout cas, ce sont des bases SharePoint, en fait, c'est des SharePoint qui partagent, qui sont organisés avec des dossiers et des sous-dossiers, selon la nomenclature définie, soit par le Code du travail, soit par la loi, soit par un accord, avec les informations dedans. Et vous devez être attentif aux informations lorsqu'elles y sont déposées parce que lorsque l'employeur met une information dans la base de données, il n'est pas forcément tenu de vous dire qu'il l'a mise. En revanche, vous pouvez avoir des informations consultation qui démarrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les informations consultation, par exemple, récurrentes sur la situation économique financière, elles démarrent à partir du moment où l'information, le compteur, hein, puisqu'il y a un délai pour mener cette information consultation, démarre à partir du moment où le document d'information a été déposé, enfin, vous a été transmis et potentiellement transmis via la BDES. Euh, il y a une question sur environnement, transition écologique. Est-ce que vous pouvez C'est ça. apporter un commentaire avec la QVCT? Alors, il y a énormément de liens entre les problématiques environnementales et la qualité de vie au travail. Je vais vous donner un exemple. La chaleur, par exemple. La chaleur qui est une des conséquences du réchauffement climatique, qui est un phénomène qui s'accentue, qui s'accélère et qui est devenu récurrent. C'est un vrai sujet en termes de conditions de travail. On a des métiers dans lesquels l'exposition à la chaleur est réduite, les métiers de tertiaire, de bureau par exemple, parce qu'on est dans des beaux bureaux avec de la clim. Bon, d'accord, très bien, mais il y a aussi beaucoup de métiers dans lesquels on n'a pas cet avantage-là. Et la question de l'augmentation de la chaleur en raison du réchauffement climatique devient un sujet de conditions de vie au travail. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on dispose d'informations et d'une formation sur le sujet aussi. On pourrait nous solliciter à ce sujet. Ça peut être le cas sur plein d'autres questions, hein, l'environnement et qualité de vie au travail, c'est les problématiques d'eau, ça va être des problématiques de chaleur. Alors parfois, il y a son pendant les questions du froid.
Et puis ensuite, bah, toutes les questions autour des polluants, des COF, c'est-à-dire des composés organiques volatiles, de tous ces polluants qui sont dans l'atmosphère de travail, pour lesquels là, on a quand même en France une législation qui est antérieure, hein, à toutes ces questions de loi climat, mais qui pose aussi des obligations pour l'employeur en matière de santé en fait pour le travail. Et donc ça, c'est une des prérogatives du CSE aussi à travers sa SSCT d'interroger la direction sur les mesures qui sont mises en place pour éviter les risques associés à ces produits-là. Et derrière, vous disposez, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la possibilité aussi de déclencher une alerte en cas de non-respect ou ce qui vous semble être le non-respect de la loi de ce point de vue-là pour la santé des travailleurs. Voilà, il y avait Je d'autres vais questions? répondre. Alors, je vais Oui, répondre, ouais, continue. il y avait plusieurs questions, je vais répondre au fil de l'eau. Les délais de mise à disposition du PV pour validation, puis le délai pour valider ces PV. Alors, si c'est un organisme extérieur, de toute façon, il doit vous le remettre très vite. Vous avez 15 jours pour le remettre à la direction, c'est le délai. Et puis, théoriquement, on est quand même censé les valider la réunion de CSE suivante. Bon, malheureusement, ça se fait pas toujours, hein. Il y a des réunions qui commencent par un empilement de PV à valider. Mais encore une fois, euh, les délais qui sont inscrits dans la loi, c'est que vous avez 15, le secrétaire ou la secrétaire de CSE est censé, dans la quinzaine, l'envoyer à la direction. Pour rester sur le PV, donc une question de Philippe Maume, alors, je ne l'ai pas forcément bien comprise, parce que peut-on demander une rectification du PV s'il ne reflète pas la réalité des débats, et notamment l'absence d'un avis lu oralement lors d'une prise de parole? La responsabilité du PV, c'est le secrétaire, c'est pas la direction. La direction, par exemple, n'a pas besoin de signer un procès-verbal. D'un point de vue légal, la signature de votre président de CSE a autant de valeur que celle que si vous demandiez à votre boulanger de signer le procès-verbal de votre CSE. Ça n'a aucune valeur juridique. Ça peut être une tradition de la boîte, mais la seule personne qui doit signer le PV de CSE, c'est le secrétaire. Donc, plus exact. Donc, il n'y a pas à faire. Donc, même si la direction, ça peut arriver des fois que ce soit, par exemple, une assistante ou un assistant de la direction qui prend en note les PV, la direction n'a aucun pouvoir de modifier un procès verbal. Donc, un procès. Et voilà, et rien ne vous empêche de toute façon, dans une réunion, c'est pour ça que la question pour moi est un petit peu ambiguë, parce que est-ce que ça serait un problème avec le secrétaire ou la secrétaire de CSE qui n'aurait pas reflété dans le procès verbal votre déclaration? Bon, quelqu'un, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Mais pour le reste, la direction n'a aucun pouvoir, comme je vous l'ai dit, de censure du procès verbal. Une entreprise qui donne accès à une BDSE uniquement une fois par an, bah, ça peut pas être légal puisque par définition, elle doit le faire au moins 3 fois par an à chaque fois qu'il y a qu'il y a une consultation, des consultations sur projet, etc. C'est-à-dire que vous seriez dans une entreprise où où l'ensemble des consultations du CSE se ferait une seule fois par an. Non, et y compris quand il y a des informations trimestrielles qui sont données, elles sont données aussi dans la BDSE. Donc, c'est très bizarre qu'il y ait un droit d'accès qui soit limité une fois par an. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Des BDSE qui n'existent pas, oui, et parfois j'ai vu des CSE aller en justice pour obliger la direction de le faire. Dans 100% des cas, ils ont gagné. Ou dans ces cas-là, même un courrier d'inspection du travail, hein. En général, ça peut faire obtempérer les directions. Voilà, transparence salariale. On fera un webinaire sur la nouvelle loi sur la transparence salariale. Les inspections pour la SSCT, oui, tout à fait. En tant que SSCT, vous avez un droit d'inspection dans l'entreprise pour aller voir comment fonctionne tel ou tel service. Bon, c'était pas trop l'objet de ce webinaire, mais si vous suivez une formation SSCT, vous verrez, ça fait partie des choses, effectivement, notamment qui peuvent être déléguées aux commissions SSCT quand il y a un CSE qui a une commission SSCT, ou que peut faire le CSE quand il n'y a pas de commission, c'est effectivement, il y a un droit d'inspection des élus pour aller voir, à partir du moment où on ne perturbe pas évidemment la marge du service, ça fait partie des prérogatives qui étaient avant les prérogatives du CHSCT, pour ceux qui ont connu avant le CSE, et qui ont été intégrées au CSE. Les risques encourus par la direction, en règle générale, financiers ou autres, bah, les risques encourus par la direction,
c'est d'être des délinquants, c'est-à-dire s'ils ne respectent pas la loi, ne pas respecter les prérogatives du CSE, c'est un délit qui est jugé en tribunal d'instance. C'est pas des prud'hommes, par exemple. Donc, les risques de la direction, oui, c'est d'être condamné financièrement par un tribunal parce qu'ils n'ont pas respecté les prérogatives du CSE. Donc, les risques sont absolument réels. Et même si on va jusqu'au bout, mais ça, personnellement, je ne l'ai jamais vu, un dirigeant d'entreprise qui a été condamné 3 fois parce qu'il a fait une entrave au fonctionnement du CSE n'a plus le droit de gérer une entreprise. Signature du PV du SSCT, idem que le CSE. Alors, je suppose que vous voulez parler d'une commission SSCT. Non, alors là, non, on n'est pas dans les mêmes, on n'a pas les mêmes règles. On n'a pas les mêmes règles de procès verbal. Là, effectivement, pour la commission, je ne sais pas s'il y a besoin de la signature du président, mais en tout cas, les règles de PV du CSE ne s'appliquent pas. Possibilité de faire une déclaration qui ne sera en aucun cas modifiable. En tout cas, comme on l'a dit, le procès verbal, c'est une pièce juridique qui reflète les débats. Donc, je ne pense pas qu'on puisse modifier en disant, bon, j'ai dit ça, mais je le retire. Je veux dire, on l'a dit en réunion de CSE, on a fait la déclaration. Après, rien n'empêche de refaire une déclaration au CSE suivant en disant, peut-être que ça a mal reflété ma pensée ou j'ai changé d'avis ou quoi que ce soit. Ça sera dans le procès verbal suivant. Non, il n'y a pas une obligation de faire 4 inspections par an, absolument. J'ai répondu que il faut au moins quatre. Le sujet, c'est abordé au moins à l'occasion de quatre réunions du CSE ou de la commission Voilà, SSCT c'est dans ça, ouais. l'année. Tic, tic, les rémunérations doivent-elles être séparées entre salariés et dirigeants? Oui, alors l'information, il doit y avoir une information quand même globale sur les 10 plus hauts salaires et qui est globale. Vous n'avez pas la rémunération individuelle. Mais oui, très clairement, une rémunération de dirigeant n'a pas à être. Enfin, ceci dit, si, ça peut l'être, hein. Si on étudie les salaires, ça peut être mélangé au salaire des salariés. Mais sauf si c'est un dirigeant qui est rémunéré si vous êtes dans une filiale ou s'il y a une holding, le salaire du dirigeant, il peut figurer dans la maison mère et pas du tout et pas que du dirigeant dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Oula, Franck Menviel. Et il y a une question sur Plus les simple, leviers de là. pression de l'employeur, c'est ça? Ouais, ben, c'est ça, ouais. Là, ça devient complexe Ça de devient répondre en quelques complexe. mots. La question, c'est quel levier de pression sur l'employeur quand il refuse l'enquête accident conjoint Ouais, de son président? Ouais. ouais. Euh, Pardon, Hmm. vas-y. Oui. Non, non, je te la laisse, je t'en prie, Emmanuel. C'est en fait le refus d'une enquête ou refuser d'y participer, ça empêche enfin si c'est au CSE qu'on refuse ce droit-là, ça l'empêche d'exercer ses missions légales en santé sécurité qui sont souvent traitées par la SSCT mais pas forcément toujours. Et donc ça peut constituer un délit d'entrave. C'est une infraction pénale hein, qui est sanctionnée par la loi. S'il y a une démarche qui est engagée pour faire une résolution d'ouverture d'enquête, il faut la mettre officiellement à l'ordre du jour de la réunion de l'instance, déclencher potentiellement un droit d'alerte atteinte aux droits des personnes, si c'est de ça dont il s'agit, saisir l'inspection du travail, faire appel au service de santé au travail, et puis derrière, s'appuyer aussi sur les organismes de prévention qui existent, hein, CARSAT, INRS, DRIT, et on est dans une action qui va démarrer juridiquement assez vite en fait, hein. Et donc ça veut dire que derrière, il faut arriver à ménager des preuves pour un éventuel recours judiciaire. Donc les leviers de pression, c'est la loi. Et en général, elle est plutôt, enfin les services de l'État qui regardent les questions de QVCT, de conditions de travail, d'accidents, elles sont plutôt réactifs, enfin en tout cas sur ces sujets-là, qui sont très sensibles. Très bien, mais je crois qu'il est midi 10 et qu'on a largement dépassé, enfin largement de 10 minutes Et la dernière le question, délai. c'est
Alors, vous aurez pas Ah, forcément les questions-réponses écrites, mais par contre, le webinaire lui-même il y aura un replay, donc vous pourrez le consulter, et donc vous aurez les réponses orales, et comme on redit toujours la question, oui, vous aurez ces éléments-là. Alors, est-il prévu un webinaire sur la commission SSCT qui est super complexe? Je ne sais pas s'il y a un webinaire cette année. Alors, je pense qu'il y en a tous les ans quand même des webinaires. Alors là, c'est sur le fonctionnement de la commission SSCT, je suppose. Ben écoutez, je crois pas. Donc là, on est dans le cas de commission SSCT qui dépend d'un CSE. Je crois pas qu'il y en a un qui soit prévu, mais on en prend note et puis sur effectivement ce besoin. Ben très écoutez, bien, merci à tous. merci à tous pour votre participation et votre écoute et puis les questions que vous nous avez envoyées. On espère avoir répondu à vos questions et puis bah, on se retrouve pour le prochain webinaire du cabinet. Bon appétit! Voilà. Merci. Bon appétit, au revoir.